Je vais passer la parole au prochain intervenant. Le docteur Giraud va présenter. Il s'agit de Sophie Athéna-Chaperon qui va nous parler de la psychothérapie assistée par psychédélique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophie Athéna-Chaperon, je suis psychiatre addictologue au centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne. Je remercie l'organisation de cette journée pour me permettre de vous parler aujourd'hui, de vous partager quelques éléments concernant la psychothérapie assistée par psychédélique dans le traitement de l'addiction, qui est un sujet, il me semble, d'actualité. Nous commencerons par une rapide définition et une reprise de l'historique de l'utilisation des psychédéliques en psychiatrie, puis nous examinerons l'étendue des connaissances concernant leur utilisation dans le champ de l'addiction. Nous discuterons ensuite de la question d'un impact spécifique sur les processus addictifs, avant de terminer sur les perspectives de recherche actuelles. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un psychédélique ? Le terme psychédélique a été inventé à la fin des années 50, dans le contexte du début de la recherche sur le sujet, et il provient d'une racine grecque qui signifie « qui révèle l'esprit ». Ça donne déjà une idée de l'expérience en lien avec l'usage de ces substances. Ce terme regroupe un ensemble de substances, donc de substances dites psychoactives, qui provoquent de profondes modifications de l'état de conscience, des perceptions, des pensées et des émotions. Il s'agit de substances qui possèdent un faible potentiel addictogène et qui, à l'inverse, induiraient des changements bénéfiques, potentiellement durables en termes de santé mentale, une augmentation de la neurogénèse, de la flexibilité neuronale et une diminution de la neuroinflammation. Ce groupe de substances est plus ou moins large selon la définition employée. On retrouve d'une part les psychédéliques dits classiques, qui sont caractérisés par leur action agoniste des récepteurs à la sérotonine, récepteur 5-HT2A. Dans ce groupe, on trouve d'une part des tryptamines, telles que la DMT, le LSD ou la psilocybine, et d'autre part des phénylamines, avec par exemple la mescaline. À côté de ce groupe des psychédéliques dits classiques, on retrouve des substances dites apparentées psychédéliques ou psychédéliques atypiques, parmi lesquelles les empatogènes ou entactogènes, dont la plus connue est la MDMA, des anesthésiques dissociatifs tels que la kétamine et d'autres hallucinogènes dits atypiques, parmi lesquels l'ibogaïne. Concernant l'historique de l'utilisation de ces substances en psychiatrie, donc il faut savoir qu'il s'agit de substances dont l'usage remonte à plusieurs milliers d'années avant notre ère, mais leur histoire récente en Occident débute réellement en 1938 avec la première synthèse du LSD par les laboratoires Sandoz en Suisse. Et ce composé, ainsi que d'autres psychédéliques, font rapidement l'objet d'un usage expansif, d'abord à des fins de recherche, puis rapidement à des fins récréatives, puisqu'il s'agit de substances qui se popularisent dans le sillage de la contre-culture des années 60-70. Probablement, en tout cas, entre autres, pour la raison de leur popularité en termes d'usage récréatif, ces substances sont classées pour la plupart comme illégales dans la plupart des pays du monde en 1970, et cette classification donne lieu à l'arrêt ou en tout cas met un frein important à la recherche sur le sujet à partir de cette période. Au début des années 90, on assiste à un renouveau de cette recherche portant sur différents composés psychédéliques classiques et atypiques. Et cette recherche, finalement, progresse de manière exponentielle dans le courant des années 2000 et encore plus 2010 et maintenant 2020. La courbe que je vous ai mise en bas du diapo représente le nombre de résultats PubMed, donc sur la base de données répertoriant les publications scientifiques, pour le terme psychédélique par année de 1946 à 2023. Donc on voit bien le premier pic dans les années 60-70, la traversée du désert et puis la progression exponentielle depuis les années 2000. Maintenant, concernant l'utilisation des psychédéliques dans le champ des addictions,
Les addictions, elles occupent effectivement une place importante dans cette recherche. Dans les tout premiers temps de la recherche sur les psychédéliques, pour commencer, dans les années 50-70, on compte une trentaine d'essais cliniques qui étudiaient l'efficacité du LSD dans les troubles de l'usage de l'alcool, avec des résultats jugés encourageants, malgré une méthodologie qui, de nos jours, serait considérée comme très délétère pour obtenir le résultat désiré. Puis, dans la fin des années 80, années 90 jusqu'à nos jours, on assiste à une recherche importante utilisant la kétamine dans les troubles de l'usage de l'alcool et des substances, avec des résultats en faveur d'une efficacité. Et à côté de cette recherche sur la kétamine, on a également un grand nombre d'études, mais des études plutôt qualitatives et observationnelles, concernant l'utilisation médicalisée dans certains pays du monde de l'ibogaïne dans les troubles de l'usage de substances, et également utilisation de l'ayahuasca en contexte plutôt rituel dans certains pays d'Amérique latine, par exemple. Et plus récemment, 3 essais cliniques évaluant la psilocybine dans le traitement des troubles de l'usage du tabac et de l'alcool concluaient à des résultats encourageants. Je vais vous détailler certaines de ces études. Alors pour commencer, on voit ici les résultats d'une méta-analyse menée en 2012 qui portait sur les résultats des essais contrôlés randomisés évaluant l'efficacité du LSD dans le traitement du trouble de l'usage de l'alcool, donc ces fameuses études réalisées dans les années 66 à 70. Cette méta-analyse permettait de pooler, de synthétiser les résultats de 6 essais contrôlés randomisés, donc utilisation de LSD avec une administration versus placebo. Elle réunissait à L6 325 participants et participantes, et cette méta-analyse concluait à une efficacité statistiquement significative avec un odds ratio total de quasiment 2. Concernant maintenant des résultats plus récents, j'ai choisi de vous parler de cette étude car il s'agit du premier essai contrôlé randomisé moderne évaluant la psilocybine dans le trouble de l'usage de l'alcool. Donc il s'agit des résultats de l'équipe de Michael Bogenschutz de l'Université de New York qui a publié en 2022 les résultats d'un essai contrôlé randomisé qui portait sur 93 personnes présentant un trouble de l'usage de l'alcool, avec une efficacité sur les critères de jugement principaux et secondaires. On observe ici, donc sur les graphiques du bas, on peut voir une diminution statistiquement significative du pourcentage de jours de forte consommation d'alcool, qui était leur critère de jugement principal sur les 36 premières semaines suivant l'administration des 2 sessions de psilocybine. Ils observaient également une diminution statistiquement significative du nombre de verres par jour de consommation sur les 36 semaines suivant les 2 séances d'administration de psilocybine. Les résultats d'un deuxième essai contrôlé randomisé me semblaient également intéressants à vous présenter. Il s'agit ici d'un essai contrôlé randomisé publié dont la publication date de 2022 par l'équipe de Grabski et McAndrew de l'Université d'Exeter, cette fois qui étudiait l'impact d'un traitement par kétamine en injection intraveineuse à 3 administrations dans la prévention de la rechute alcool. Les auteurs concluaient à une bonne tolérabilité des 3 injections de kétamine qui étaient associées à davantage de jours d'abstinence, d'arrêt des consommations, de jours sans consommation, à 6 mois. Les résultats, on voit ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que leur critère de jugement principal était la comparaison de les 3 injections de kétamine versus 3 injections de NaCl, de placebo. Mais ils avaient également réalisé 4 groupes d'intervention, finalement, avec le groupe kétamine plus psychothérapie, un groupe kétamine plus psychoéducation, donc pas à proprement parler une psychothérapie, mais une intervention minimale ciblant la psychoéducation sur l'addiction. Un groupe placebo, donc injection de NaCl avec psychothérapie, et un groupe placebo, injection de NaCl avec psychoéducation. Et ce qui est intéressant, c'est que donc leur résultat était que le groupe kétamine avait statistiquement plus de résultats favorables sur les critères d'addiction par rapport au groupe placebo,
Ces résultats étaient davantage favorables en cas d'adjonction d'une psychothérapie, mais ils restaient significativement supérieurs au placebo, même en l'absence de psychothérapie. Enfin, cette fois-ci, c'est un essai ouvert de faible envergure, avec, c'est-à-dire absence de groupe placebo et seulement, entre guillemets, 14 participants. Mais il me semblait important également de vous présenter cette étude, puisqu'il s'agit de la première étude publiée en 2021, réalisée à Londres, utilisant la MDMA dans le trouble de l'usage de l'alcool. Les auteurs concluaient, entre autres, à une bonne tolérabilité de ce traitement dans le trouble de l'usage de l'alcool et présentaient des résultats très préliminaires, mais jugés encourageants sur les critères d'addiction. Donc, à savoir qu'ils n'avaient pas réalisé de tests statistiques, donc on ne peut pas conclure concernant une efficacité sur l'addiction. Mais en tout cas, eux concluaient sur la bonne tolérabilité sur ce faible nombre de participants. Ces données, on l'a vu, elles semblent supporter une efficacité des psychédéliques dans les troubles de l'usage. Mais il faut savoir, même si je n'ai pas présenté ces données, mais l'intérêt de l'utilisation des psychédéliques, elle est également en cours d'évaluation ou même démontrée sur la dépression, l'anxiété, le trouble stress post-traumatique notamment. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir si finalement cet impact sur l'addiction, c'est quelque chose qui est spécifique, ou au contraire s'il s'agit d'une simple conséquence d'une amélioration plus globale de la santé mentale et de la qualité de vie des participants qui bénéficient de ce traitement. Donc, je vais vous présenter deux modèles qui semblent aller dans un sens ou dans l'autre, mais finalement qui sont probablement complémentaires. D'une part, la théorie de l'assouplissement des croyances sous l'influence des psychédéliques, proposée comme un modèle de l'action des psychédéliques sur le cerveau, amènerait plutôt des arguments en faveur de l'hypothèse d'une action non spécifique, donc d'une action qui améliorerait, qui aurait un impact favorable sur la plupart des symptômes psychiatriques. Selon ce modèle, les psychédéliques généreraient une diminution de la rigidité de ce qu'ils appellent les priors, ou des a priori, des hypothèses sur le monde élaborées par le cerveau, et ils permettraient une diminution du poids de ces croyances à la faveur d'une augmentation du poids de l'importance allouée par le cerveau à l'expérience, à la perception. Donc cette relaxation de la précision des croyances, donc des hypothèses, permettrait d'ouvrir l'esprit à des expériences nouvelles, notamment sensorielles, et ce modèle est considéré comme étant potentiellement à l'origine notamment des hallucinations ou des synesthésies, donc des mélanges de perception des différents sens qui font partie de l'expérience psychédélique. Ce modèle-là, il pourrait également expliquer le fait qu'on observe une amélioration de la flexibilité mentale et une diminution de schémas inappropriés qu'on retrouve dans l'addiction, et donc pourrait à la fois améliorer tout un ensemble de symptômes psychiatriques, mais également améliorer les symptômes d'addiction. En effet, dans le cas de l'addiction, donc ces croyances, les croyances liées aux consommations, elles peuvent résulter d'a priori élevés, déformés, résistants à la mise à jour. Par exemple, je ne suis pas capable d'être à l'aise en groupe sans consommer. Et les psychédéliques, perturbant ces réseaux prédictifs, ces croyances, leur permettent de s'affaiblir et donc permettent aux nouvelles entrées sensorielles de les influencer, notamment dans le contexte d'un cadre psychothérapeutique. Donc, l'illustration du haut permet de se rendre un petit peu compte de la différence entre, d'une part, un système rigide, figé, insensible à la modification, représenté par la balle qui tombe sur la surface lisse, et d'autre part, un système plus malléable, souple, représenté en bas par les arrivées sensorielles qui permettent un changement au niveau du système et qui pourrait être comparé à l'activité cérébrale pendant et après l'usage de psychédéliques. Au-delà donc de cet impact jugé global sur le cerveau humain,
on est allé s'intéresser également à l'impact des psychédéliques sur le craving, afin d'aller explorer un impact plus spécifique des substances psychédéliques sur l'addiction. Donc, on a déjà eu, grâce à Natacha, la définition du craving que je vous ai remis ici malgré tout pour bien comprendre le concept. Donc, il s'agit de l'envie irrépressible de consommer une substance ou d'exécuter un comportement gratifiant alors qu'on ne le veut pas à ce moment-là. Il s'agit d'un symptôme central de l'addiction qui comporte un triple intérêt, à la fois diagnostique, pronostique et thérapeutique. Et s'agissant d'un symptôme central de l'addiction, il nous semblait important dans cette tentative de compréhension de l'action des psychédéliques dans le traitement des addictions, d'aller évaluer leur impact sur ce symptôme en particulier. On a donc réalisé, avec entre autres le professeur Auréa Combe, une revue visant à évaluer l'impact de l'usage des psychédéliques sur le craving. Cette étude avait pour objectif principal de déterminer si l'utilisation de substances psychédéliques était associée à des modifications du craving en population humaine adulte. On recherchait également les potentiels facteurs susceptibles d'impacter cet effet des psychédéliques sur le craving. On a choisi pour cette étude d'évaluer l'usage des psychédéliques dans leur définition la plus globale, donc psychédéliques classiques mais également atypiques, et d'inclure toutes sortes d'études, études observationnelles, interventionnelles, essais ouverts, essais contrôlés randomisés, avec comme critère de jugement principal toute modification du craving, quel que soit le mode d'évaluation de ce dernier. En tout, on a inclus 39 articles correspondant à 32 études et qui incluaient au total plus de 200 000 participants qui présentaient des troubles de l'usage de l'alcool, des opiacés, de la cocaïne et du tabac. Les études incluses évaluaient l'efficacité, en tout cas évaluaient l'usage de la kétamine, de l'ibogaïne, de la DMT, DMT sous forme d'ayahuasca uniquement, de la psilocybine et de la MDMA. Sur ces 32 études, 16 mettaient en évidence une diminution statistiquement significative des scores de craving après l'administration de kétamine, de psilocybine, d'ibogaïne et d'ayahuasca, et 16 mettaient en évidence une diminution non significative sur le craving, non significative soit parce que les auteurs n'avaient pas réalisé de tests statistiques ou alors parce qu'il s'agissait d'évaluations qualitatives. A l'inverse, on retrouvait 4 essais contrôlés randomisés, 3 évaluant la kétamine dans le trouble de l'usage de l'alcool et 1 évaluant la kétamine dans le trouble de l'usage de cannabis, qui ne retrouvaient pas cet impact sur le craving, malgré un impact bien présent sur les autres symptômes d'addiction. Cet effet sur le craving, il était durable dans le temps, puisque, en tout cas pour 19 des études positives, on avait des effets qui étaient toujours présents, toujours significatifs, toujours présents sur le craving à plusieurs mois après l'administration de psychédéliques. Concernant les facteurs potentiellement médiateurs de cette action anti-craving, on notait que cet effet était observé pour l'ensemble des addictions retrouvées dans les études incluses. L'âge plus élevé pourrait constituer un facteur favorisant de l'efficacité des psychédéliques sur le craving. Les participants des études positives étaient en moyenne donc plus âgés que les participants des études négatives, et en revanche, on ne retrouvait pas d'impact du genre. Concernant l'intervention, l'ensemble des psychédéliques évalués présentaient une efficacité après 1 à 2 administrations, mais celle-ci semblait moindre donc pour la kétamine, puisque les 4 études négatives correspondaient à des études évaluant la kétamine dans le trouble de l'usage de l'alcool pour 3 d'entre elles et du cannabis pour la dernière. 2 conséquences de l'usage des psychédéliques étaient fréquemment associées à la diminution des niveaux de craving au sein des études incluses. On avait d'une part l'état de conscience modifié qui caractérise l'expérience psychédélique, assimilé par de nombreux auteurs à une expérience mystique, et l'amélioration de l'insight à la suite de l'expérience psychédélique, insight compris ici comme la conscience et la compréhension par les participants de leur pathologie, mais également de leur fonctionnement et des obstacles s'opposant à leur guérison. Enfin, l'effet afterglow était parfois discuté comme un facteur promouvant l'amélioration du craving. Donc, l'effet afterglow, c'est cet effet caractérisé par une humeur élevée et une diminution de l'anxiété dans les jours, voire les semaines suivant une administration de psychédéliques, qui pourrait jouer un rôle prépondérant dans l'efficacité des psychédéliques sur le craving. Donc finalement, ces différents facteurs ils sont intriqués,
puisque l'expérience subjective a été proposée également comme médiateur de l'amélioration de l'insight et de l'effet afterglow. Pour finir, les perspectives en 2024 qui laissent présager un enrichissement des connaissances dans le domaine à court terme. On a ici les études en cours actuellement utilisant la psilocybine dans les troubles de l'usage. Donc on voit qu'elles sont nombreuses en Amérique du Nord et en Europe. Et on peut imaginer des projets encore plus nombreux, non encore enregistrés dans les bases de données. Il s'agit là de la base de données américaine. Parmi les études en cours actuellement, on souligne celle menée par la professeure Amandine Luquiens à Nîmes, évaluant la psychothérapie assistée par psilocybine dans le trouble de l'usage de l'alcool associé aux symptômes dépressifs, qui constitue le seul essai clinique français en cours à ce jour. Donc pour conclure, on dispose d'un rationnel en faveur d'une efficacité des psychédéliques dans le traitement des addictions, avec une probable efficacité générale permettant un impact sur les comorbidités psychiatriques, mais également une efficacité spécifique sur les addictions et sur leurs symptômes clés, le craving. On peut attendre dans les années à venir de nombreuses données supplémentaires qui nous permettront de caractériser plus précisément les mécanismes d'action à l'origine de ces effets. Dans ce champ en pleine expansion, des questions restent à explorer, telles que celle du mécanisme d'action, avec en particulier la place de l'expérience subjective. Et également, il reste à déterminer la procédure optimale pour permettre un maximum d'efficacité de cette intervention dans le champ des addictions, avec notamment l'interrogation concernant le rôle de la psychothérapie et sa nature. Et enfin, on est dans l'attente donc de résultats en contexte français qui pourraient guider notre pratique clinique à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Chaperon, de nous avoir ramené In the Doors of Perceptions. Aldous Huxley, 1953. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Sophie Athéna, pour cette présentation très riche. Peut-être rappeler que toute utilisation de psychotropes peut avoir des effets bénéfiques, mais aussi des effets délétères. D'ailleurs, je crois que l'objectif principal de l'équipe d'Amandine Luquiens, c'était plutôt d'évaluer la sécurité concernant l'utilisation de la psilocybine dans le trouble d'usage de l'alcool. À ce titre-là, d'ailleurs, le calendrier est juste optimal puisqu'ils viennent de clôturer l'inclusion. Et d'ailleurs, il y a un petit reportage sur Combini, je fais un peu de pub, si vous avez l'occasion d'aller sur Internet de temps en temps, qui vient de sortir, qui est très beau sur justement le suivi d'un sujet dans cette étude. Et peut-être, je crois qu'on est plusieurs cliniciens à un peu se casser les dents autour des questions de cocaïne et d'accompagnement des consommateurs qui ont un trouble d'usage de la cocaïne. Est-ce que tu aurais des hypothèses, des choses à nous dire sur cocaïne et psychédéliques? Merci pour cette question très pertinente. Effectivement, j'ai un petit peu accéléré sur la fin du diapo, donc je n'ai pas eu le temps de m'appesantir sur cette question. Mais en effet, on a pour le moment assez peu de données concernant l'efficacité, en tout cas la tolérabilité et l'efficacité des psychédéliques dans le traitement du trouble de l'usage de la cocaïne, mais on a une étude à paraître prochainement de l'équipe de Peter Hendricks à l'université d'Alabama, qui a déjà présenté des résultats partiels et qui semblerait en tout cas en faveur d'une bonne tolérabilité et d'une efficacité sur les 40 participants inclus, donc des résultats plutôt encourageants dans ce champ particulier de la dictologie également. Bonjour, merci pour la présentation. Je me posais une question, l'utilisation des traitements psychédéliques dans les contextes d'addiction, est-ce que parfois ça peut détourner le produit addictif vers le produit psychédélique? Oui, merci pour cette question qui est très importante aussi, évidemment, et c'est vrai que j'ai assez peu insisté sur cette question, mais parce que finalement, il y a assez peu de débats sur cette interrogation-là, sur la quasi-totalité des études, en tout cas celles qu'on a incluses dans notre revue systématique. On ne retrouvait pas de risque d'addiction aux substances psychédéliques suite à leur utilisation dans ce contexte thérapeutique.
Alors, bien sûr, je suppose que c'est un risque vis-à-vis duquel il faut rester vigilant, mais tout en se souvenant qu'il s'agit de substances dont on sait qu'elles comportent un risque addictogène considéré comme assez faible pour différentes raisons. Mais en effet, c'est des substances qui sont à faible risque d'addiction. C'est plutôt une réponse aux collègues. Après plus de 30 ans à suivre des patients addicts et souvent polyaddicts, multi-usagers, je n'ai pas vu un patient qui ait expérimenté 50 000 produits et qui soit resté sur les psychédéliques.